Partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ce dimanche matin, à Montchal, il reste 27 maquisards. 19 sont répartis dans les 2 maisons du Maga et 8 sont cantonnés à la Kabylie sur le versant est du Vallon. Chavanet, Guérin, le chef militaire du camp, et Farjas, Duclos, le responsable technique, sont à Lyon. Ils participent à une réunion de l'interrégional FTPF. Les chauffeurs d'Esailles, Le Doré, et Cavellini, Bertocco, qui avaient assuré leur déplacement, les attendent pour le retour. Auguste Gagneux, Simon, le commissaire aux effectifs, aidé de 2 hommes, assure la garde d'un prisonnier à plusieurs kilomètres de Montchal. À 6h15, sous les ordres du chef Béchet, commandant de la gendarmerie départementale, un escadron de GMR de Saint-Étienne, soit 75 hommes, conduit par le capitaine Auriol, prennent position au Maga et entreprennent la fouille des maisons. Dans le même temps, les 40 gendarmes prélevés dans les brigades de Roanne, Rive-de-Gier, Saint-Étienne et Montbrison, sous les ordres du capitaine Artaud, répartis sur différents postes de surveillance, verrouillent toute possibilité de fuite. Vers 7h, les GMR entrent dans la cour du groupe 2. Barbier, capturé par surprise, donne l'alerte. Oert, une grenade à la main, invective les gardes. « Si vous ne le lâchez pas, je lâche la grenade !» En quelques bonds, Barbier rejoint la maison où chacun prend son arme et tire par les fenêtres. Les assaillants tirent, visant portes et fenêtres, mais le groupe, défendu par la mitrailleuse Hotchkiss récupérée après la dispersion du maquis Vendémiaire, repousse les attaques. Le combat durera 3 longues heures. 4 tentatives de sortie resteront vaines. Le groupe Oert est encerclé de toutes parts. Vers 10h, ils entendent des coups de sifflet et observent des mouvements de troupes. Pensant qu'il s'agit d'un ordre d'assaut définitif, ils s'attendent à mourir en braves. En réalité, Béchet, surpris par leur résistance et leur puissance de feu, a demandé des renforts et lancé un ordre de repli pour organiser une base de tir avec armes automatiques et un mortier. Oert, familiarisé avec les armes, réalise alors l'avantage qu'il peut tirer de ce repli. Il rend la mitrailleuse inutilisable et décide d'effectuer une nouvelle sortie en tirant de tous les côtés. Un FM ennemi leur barre le chemin à une 60aine de mètres. Thomas met le sien en batterie, mais au moment de lâcher une rafale, la première balle ne part pas. Il voit le GMR se mettre à genoux pour épauler son arme. Il réarme très vite, tire une rafale et voit s'écrouler le tireur et son servant. La voie semble libre. Le groupe entier réussit à décrocher sur un crêt en direction de Violet. Tous sont indemnes et rejoindront à la boussole leur point de repli, la Johanna, à une 30aine de kilomètres. Pour la petite histoire, Costantini, le cuistot, qui n'avait pas eu le temps d'enfiler ses chaussures, a dû mettre un béret à un pied et un cache-nez à l'autre pendant toute leur fuite. Dans l'autre maison, après 15 minutes de combat, le groupe 1 du poste de commandement tente de décrocher. Témoignage de Marcel Chadbec. Ce dimanche matin, après une nuit marquée par un froid intense, le soleil brille déjà. Bachanet, un homme du groupe Oert, est venu chercher un demi-mouton pour le repas de midi. Tous ensemble, nous écoutons les informations à la radio suisse. Bachanet repart avec son demi-mouton sur l'épaule. Un grand bruit, il rentre en hurlant « On est attaqué, il y a un FM qui craque !» Chaudier saute sur son fusil mitrailleur. Nous sortons dans la courette. Chaudier me précède. À la porte, le FM pendu à l'épaule. Il tire une longue rafale et se replie. Je l'interroge, qu'y a-t-il ? Les GMR, ils sont là, couchés dans le fossé. Chadbec tente une sortie pour juger de la situation. Dans la direction du tir de Partouche, il n'y a personne. Devant cet obstacle, les GMR se sont repliés vers la maison du groupe Oert. Continuant son chemin, il est pris sous de violents tirs de fusil qui partent tous du même secteur, entre un transformateur électrique et la maison du groupe 2. Il rentre au PC. Les hommes sont là, debout, leurs armes à la main, sans s'affoler, ils attendent les ordres. Combattre dans la maison est une solution illusoire, car très vite ils n'auront plus de munitions pour protéger leur retraite. Si l'encerclement n'est pas achevé, ils doivent absolument sortir pour échapper à la mort qui leur est promise. Dehors, les tirs se sont ralentis, une sortie s'effectue, et 200 mètres plus loin, ils sont contre un talus à l'abri d'une ferme. Un tir d'enfer résonne dans tout le vallon. Les hommes de tête ont couru, ils sont loin, un fossé les met à l'abri. Soudain, un tir très violent s'abat sur le groupe. Franz s'écroule. Bertrand tombe à son tour.
Grossior lui aussi est touché. Bédiquian est fauché également. Les 3 hommes de tête, Vollet, Muller, Matteo, à l'abri dans leur fossé, réussissent à progresser sans être repérés. Malheureusement, quelques kilomètres plus loin, ils seront interceptés et faits prisonniers par les gendarmes du capitaine Artaud verrouillant les axes de fuite. Un barrage s'est maintenant formé. Plusieurs fusils mitrailleurs et une dizaine de fusils tiennent sous leur feu le reste du groupe. Clémenti, Rossi, Perrault et Chadbec sont bloqués sous des tirs intenses. Une brève rafale de fusils mitrailleurs tout près d'eux. C'est Partouche, Chaudier, qui a protégé sa montée dans leur direction. Chadbec l'interpelle sévèrement. « Pourquoi ne te sers-tu plus du FM? Nous, avec nos 4 mitraillettes à ces distances, nous sommes comme sans armes. » Il me regarde avec un triste sourire et sort un chargeur de sa poche. « Je n'ai que ça en réserve et une douzaine de balles sur le FM. Qu'est-ce qu'on va trouver en haut du coteau ?» Chaudier se rend compte que nous ne pouvons rester là, cloués. Il faut coûte que coûte continuer notre progression. Il nous prévient. Je vais tirer une courte rafale. Aussitôt, le tir ennemi cesse. Quand ça siffle à leurs oreilles, les GMR font comme nous, ils baissent la tête. Tous, nous avons bondi et progressé. Nous arrivons au sommet. Un mur borde une cabane, nous sommes saufs. Mais nous ignorons tout de nos autres compagnons et de l'étendue du désastre. Soudain, une violente explosion là-bas vers le Maga, bientôt suivie de 3 autres. Il doit s'agir de tirs de mortier. Ils emploient les grands moyens. Nous avons une pensée émue pour Oert et ses hommes, encore dans la tourmente. Mais comment les aider avec un FM sans munitions et nos mitraillettes inutiles à cette distance? La ferme, la Kabylie, n'avait pas été repérée par les gendarmes à l'arrivée du maquis le 10 mars. Positionné sur un versant opposé à Montchal, ce groupe semble hors d'atteinte des forces principales. Duchesne, Michel Martin et Napoléon, René Carrier, font décrocher le groupe 3 en direction de Viollet. Pendant ce décrochage, Roger Lacour, déjà blessé peu avant, tombera sous les balles des gendarmes positionnés en surveillance. La traîtrise des gendarmes de Panissière. Vers 5 heures du matin, ce 19 mars, Mérigneux, Guillermin, Lacour, 3 hommes de la Kabylie, sont partis patrouiller vers la croix de Signy. Ils vont croiser les gendarmes Bonnet et Caillon de la brigade de Panissière. Les maquisards épaulent leurs fusils et somment les gendarmes de déposer leurs armes. Ceux-ci obéissent, mais ils donnent le mot de passe. France d'abord. Bon, ce sont des gendarmes du pays, et les armes leur seront donc rendues pour respecter l'accord de non-agression passé entre Chavanais et le brigadier Gérardin. Le gendarme Bonnet, la veille, était chargé de préparer le logement des GMR à l'hôtel. Et il ne peut donc pas ignorer l'attaque qui va se déclencher. C'est donc bien d'une véritable traîtrise dont sont coupables ces gendarmes de Panissière. Les 3 maquisards repartent vers leur cantonnement, mais, quelques minutes plus tard, ils subissent une violente fusillade. Mérigneux et Guillermin sont tout de suite gravement blessés. Ils ripostent pour protéger la retraite de la cour, plus légèrement atteint. Guillermin, blessé à l'épaule, ne peut utiliser qu'un chargeur. Mérigneux tire jusqu'à épuisement de ses munitions, malgré une forte hémorragie à la cheville. La cour réussira à rejoindre son groupe. Voyant que les maquisards ne tirent plus, les gendarmes s'approchent. Mérigneux, très affaibli, ne réagit plus. Un coup de crosse sur la nuque le ranime. « Es-tu français ?» questionne une voix. « Un peu plus que vous » répond-il. Les 2 blessés sont amenés vers un cultivateur de Fonbonne, M. Pachou, qui obtient l'autorisation d'aller chercher un médecin à Viollet. Arrivé vers 11h, le docteur Moskotchenko véhicule d'autorité les blessés chez lui. Les pense sommairement et demande qu'on les évacue sur l'hôpital de Tarare. Les gendarmes refusent. Ils ont ordre d'emmener les blessés à la prison Bellevue à Saint-Étienne. Un commerçant en vin de Viollet, M. Henri Valois, est réquisitionné. Aidé de son fils Jean et de M. Vial, un voisin, il charge les 2 blessés à l'arrière de sa camionnette et part en direction de Saint-Étienne. À la sortie de Néronde, la camionnette est croisée par la luxueuse voiture du préfet, escortée par des voitures de police. Boutemi est très inquiet sur le déroulement de son nettoyage. Le matin, suite à la demande de renfort, il a subi au téléphone les reproches de Darnan. « Pourquoi 150 gardes et gendarmes ne pouvaient pas venir à bout de 30 bandits terroristes ?» Faisant stopper les voitures, il demande « Que transportez-vous ?»« 2 maquisards blessés, monsieur le préfet, nous les emmenons à Bellevue. »« Demi-tour, allez à Néronde, ils ont bien le temps de crever. » Désormais, les blessés attendent en plein vent devant le local de la brigade mobile de Néronde.
À son arrivée, Boutemi s'approche de la camionnette et les interpelle violemment et les injurie. « Vous êtes des salauds, votre compte est bon, votre affaire sera bientôt réglée. » Dans le local de la brigade, un interrogatoire brutal est mené par le préfet, l'intendant de la police lyonnaise René Cussonac et le capitaine Auriol des GMR Saint-Étienne. Guillermin, menacé du peloton d'exécution, ne donne que de faux renseignements. Mérigneux n'ouvre la bouche que pour demander à boire. Boutemi, hors de lui, interdira aux gendarmes de lui donner à boire et arrache le coussin placé sous la tête du blessé. « C'est assez bon comme ça pour toi !» Pendant 2 heures, les blessés sont questionnés inutilement. Le préfet exaspéré s'en va. En fin de journée, ils sont emprisonnés à Saint-Étienne. Le lendemain matin, voyant que Mérigneux souffre beaucoup, le gradé de service le fait transporter au pavillon d'urgence. L'interne des services, le docteur Stoïko, a commencé les soins lorsque 2 GMR viennent réclamer le détenu. Le médecin proteste, mais ne pourra que plâtrer la cheville fracassée du blessé. Le policier compatissant sera sévèrement blâmé par son chef. 2 jours plus tard, les 17 survivants ayant échappé au nettoyage et à la souricière de Montchal réussiront à se regrouper au point de ralliement de la Johanna à Saint-Just-d'Avray. Alors seulement, ils pourront faire le bilan de leurs pertes après cette odieuse attaque. Les lendemains. M. Monmin, maire de Montchal depuis mai 1929, a reçu du préfet Boutemi l'ordre de faire enlever les magas, les 5 terroristes tués, avec ces consignes. « Toute cérémonie est interdite, ce sont des insoumis. » « Voyons, répond le maire, mais nous sommes en pays civilisé, je vais faire fabriquer des cercueils. »« Ni cercueil, ni croix, je vous dis que ce sont des insoumis, enterrez-les comme tels. »« Soit, mais alors donnez-moi leur identité pour les actes de décès. »« Inutile, mettez inconnu. » Cependant, le mardi 21 mars au matin, 5 cercueils sont descendus dans la fosse creusée au cimetière. Aubert, le sous-préfet de Montbrison, le commissaire de police, le capitaine Artaud et ses gendarmes sont là pour veiller au maintien de l'ordre et au respect des odieuses consignes du préfet. L'abbé Poyet, qui n'a pu faire passer les corps par l'église, est venu pour les bénir. Les policiers n'osent pas le lui interdire, mais, à l'exemple du sous-préfet, ils refuseront le goupillon tendu par le curé. Plusieurs Montchaliens, bravant l'interdiction et les autorités, assistent à l'inhumation. Comme le maire, ils feront l'objet d'une enquête et leurs maisons seront perquisitionnées. Dès que les autorités ont quitté Montchal, les habitants viennent sur la tombe pour y déposer des fleurs. Début avril, une quête organisée à Panissière financera 5 couronnes républicaines que viendront discrètement déposer des résistants panissiérois, le docteur Daniel Hérault des FFI et Paul Bouchet des réseaux Témoignages chrétiens. Pendant la chasse à l'homme organisée par le capitaine Artaud, José Matteo, Guy Muller, Joseph Vollet sont interceptés par les gendarmes à 3 km du Maga. Incarcérés à Saint-Étienne avec les blessés Maurice Mérigneux et Michel Guillermin, ils sont transférés rapidement à la prison Saint-Paul de Lyon. Le 27 mars 1944, José Matteo, Guy Muller et Joseph Vollet comparaissent devant la cour martiale du SGMO, siégeant à Saint-Paul. Ils sont condamnés à mort et fusillés le jour même par les GMR dans les fossés du fort de la Duchère à Lyon. Michel Guillermin, gravement blessé, est conduit à l'hôpital-prison et réincarcéré à Saint-Paul le 15 mai. Il comparaît le 24 juin devant le tribunal du SGMO. Condamné à mort, il est fusillé aussitôt par les GMR au fort de la Duchère. Il avait 19 ans. Le seul survivant, Maurice Mérigneux, amputé d'un pied, retrouvera la liberté début septembre à la libération de Lyon. Il a survécu grâce à la complicité des médecins de l'hôpital-prison de l'Anticaille qui, en gardant ses plaies ouvertes, empêcheront son transfert à Saint-Paul où une condamnation à mort avec exécution immédiate l'attendait. Voici donc le terrible bilan humain de cette journée du 19 mars 1944. 9 morts dans le camp FTPF d'Étieux, 5 tués au cours des combats et 4 prisonniers fusillés les jours suivants. Du côté des forces de répression, les gardes Lesage et Gradler des GMR de Saint-Étienne ont été tués. Le nombre exact de blessés ne sera jamais communiqué par Vichy. Les villageois ont cependant vu circuler de nombreuses ambulances au cours de cette journée. Le journal de Montbrison du 3 juin 1944 relate les représailles dont seront victimes 2 gendarmes gradés impliqués dans l'attaque du Maga.
Le capitaine Marcel Artaud de la section de Montbrison est abattu le 26 mai dans une rue de Panissière. Le brigadier chef Gérardin, muté par précaution à Montbrison, suite à des menaces, sera tué le 29 mai derrière l'église Saint-Pierre, proche de la gendarmerie locale. Outre la traîtrise de la Croix de Signy, cette note du 7 avril adressée au préfet permet de mieux comprendre les raisons profondes des représailles qui, il faut le préciser, viseront seulement ceux qui donnèrent des ordres ce 19 mars 1944. Le responsable de tous ces morts, le préfet André Bouthémy. Les témoignages de sa secrétaire et de son chauffeur, celui de M. Valois, commerçant à Violet, les rapports des gendarmes des brigades de Néronde, de Panissière, ceux du commissaire divisionnaire de Saint-Étienne, les récits du maire de Montchal, de M. Montmain, de l'abbé Poyet, permettent de retracer très précisément la journée du préfet. Tous confirment le comportement de Bouthémy envers les prisonniers blessés, les ordres qu'il donnera à leur intention, ainsi que les odieuses consignes données à l'encontre des maquisards tués pendant les combats. Le camp d'Étieux est reconstitué à la Johanna, sommairement installé dans les bois d'Ajoux sur la commune de Proprières, dans le Haut-Beaujolais. Il reprend aussitôt ses actions de sabotage et de harcèlement de l'occupant nazi. Constamment en déplacement, le maquis veillera à ne plus être attaqué par surprise. Le 22 avril, lors d'un accrochage avec des soldats allemands vers Saint-Bonnet-des-Bruyères, Roger Chavanet-Guérin est grièvement blessé par un fait de gendarme. Une balle a traversé son corps. Il a les jambes paralysées. Emmené d'urgence au refuge de la Johanna, il est pris en charge par le docteur Francos de Saint-Just-d'Avray, qui le transporte à Lyon, où il sera opéré et sauvé par le professeur Arnulf de la clinique Saint-Maurice. Son adjoint, Marcel Schadbeck, commandant Caron, prendra la relève jusqu'à la libération. À l'été 1944, les Allemands n'osent plus s'aventurer dans un territoire entièrement sous contrôle du maquis d'Étieux, et la population de la vallée vivra un extraordinaire défilé des maquisards en armes le 14 juillet 1944 à la Mur-sur-Azergue. De cet événement naîtra le bataillon 14 juillet, qui regroupera la compagnie Georges Lassalle et les brigades patriotiques de la vallée, et constituera en septembre 1944 le premier régiment FCPF-FFI du Rhône qui va participer au combat pour la libération de Lyon.